Comment choisir la bonne obligation pour ton portefeuille? Aujourd'hui, nous allons parler en détail des obligations et nous avons la chance d'accueillir Monsieur Elge Müller parmi nous. Il est gestionnaire de patrimoine suisse, agréé par la FIMA, et c'est un expert reconnu en obligations, de toutes sortes d'obligations, et il pourra nous faire profiter de son expérience pratique. En effet, il va nous révéler comment bien gérer les obligations, comment bien investir dans les obligations et tout ce que l'on peut faire avec elles, car les obligations présentent plusieurs avantages par rapport aux actions. C'est pourquoi c'est un produit idéal pour diversifier son portefeuille. Restez avec nous. Caputo et Partners. Nous nous battons pour votre argent. À quoi faut-il faire particulièrement attention lors du choix d'une obligation financière? Oui, bien sûr, il faut d'abord comprendre le cadre fondamental de l'obligation, et je le fais en regardant quel est le taux du coupon d'intérêt. Car c'est la compensation centrale que je reçois avec une obligation. Je ne participe pas à l'entreprise, je suis un créancier. Et ici, je reçois une compensation pour le fait de prêter de l'argent à l'émetteur. Et en conséquence, le coupon est un point tout à fait central qui doit être pris en compte en premier lieu. La deuxième question est, pendant combien de temps veux-je prêter de l'argent à l'entreprise? Malheureusement, on ne peut pas choisir cela soi-même, car une obligation est bien sûr un titre proposé sur le marché qui a une durée fixe. Mais là, je peux bien sûr choisir quelle obligation je veux sélectionner et avec quelle échéance. Et cela peut être 3 ans, 5 ans ou même seulement 1 an. Et c'est aussi un critère de décision important. Quelle obligation est-ce que je veux choisir avec une longue échéance? Bien sûr, un point tout à fait central est quelle devise est-ce que je choisis? Bien sûr, classiquement, c'est ainsi que si j'achète une obligation en euros dans la zone euro, je n'ai pas de risque de change. Mais nous ne considérons pas forcément la zone euro comme une valeur refuge, surtout avec les derniers événements en Allemagne. Cela est certes perçu très positivement que l'Allemagne s'endette beaucoup plus maintenant, mais en fin de compte, l'Allemagne était aussi le dernier pilier avec un faible endettement. Euh, la France, l'Italie, la Grèce ont déjà des taux d'intérêt très élevés et actuellement un niveau d'endettement élevé. Et bien sûr, la question se pose de savoir si, au final, cela ne va pas à l'encontre de l'euro, si l'Allemagne contracte maintenant de très très grosses dettes. Mais d'un autre côté, c'est aussi le cas que lorsque j'achète dans une devise étrangère, je reçois bien sûr les intérêts dans cette devise étrangère et je récupère également la devise étrangère sous la même forme. Par exemple, si j'achète une obligation en dollars, alors je reçois les intérêts en dollars et je récupère l'argent également en dollars. Et je suis donc aussi dépendant des fluctuations du taux de change. Quel rôle joue la solvabilité de l'émetteur? L'émetteur occupe en effet une position centrale. Quelle est sa situation financière? Que peut-on dire à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, une obligation est en fait une promesse de l'émetteur, plus qu'un simple engagement, c'est une garantie de l'émetteur qui se compose de deux éléments, le paiement des intérêts et le remboursement du capital. Mais une promesse, une garantie, n'a de valeur que celle de la personne ou de l'entité qui la donne. En conséquence, cela a bien sûr du sens et il est absolument essentiel de s'intéresser à la solvabilité de l'émetteur. Dans le cas de l'État, il s'agit tout simplement d'une promesse que l'État remboursera. Je n'ai même pas de moyen d'action si l'État ne paie pas. Mais c'est aussi tout à fait central pour une entreprise. L'entreprise a-t-elle une solvabilité suffisante? Il faut alors examiner quelle garantie l'entreprise a déposée. Possède-t-elle, par exemple, des biens immobiliers? Dispose-t-elle d'une garantie en espèces? Ce sont des points absolument essentiels à prendre en compte. Par ailleurs, à quel point le modèle économique est-il solide et dans quelle mesure est-il vulnérable aux cycles économiques? Donc, en cas de récession, est-ce que soudainement son chiffre d'affaires s'effondre? Par exemple, pendant la crise en Ukraine, de nombreux consommateurs se sont montrés réservés. Les entreprises du e-commerce ont soudainement rencontré de gros problèmes, et il s'est avéré que certaines d'entre elles n'ont pas pu rembourser leurs dettes et ont alors fait faillite. En ce sens, le risque de l'émetteur est peut-être même le risque central lorsqu'il s'agit d'obligations. Merci beaucoup. Comment la durée influence-t-elle le rendement et le risque? Oui, il est évident que la durée
peut-être faisons-nous encore un pas en arrière. Presque toutes, ou en fait toutes les obligations émises sur le marché sont émises, puis négociées sur le marché. Le prix est déterminé par l'offre et la demande, mais bien sûr aussi par l'évolution du niveau des taux d'intérêt. Si le niveau des taux d'intérêt augmente, alors, bien sûr, cela signifie que l'entreprise, lorsqu'elle émet de nouvelles obligations, doit se refinancer à un coût plus élevé. Mais cela a un effet négatif sur les obligations déjà émises dont la valeur de marché diminue en conséquence. Et c'est justement un aspect qu'il faut prendre en compte. Cela signifie, je pense, que si le niveau des taux d'intérêt continue d'augmenter, il vaut mieux choisir des obligations à courte échéance afin d'éviter le risque de cours pendant la durée de vie de l'obligation. Mais en principe, il est vrai que si j'attends jusqu'à l'échéance, le risque de cours ne joue plus aucun rôle. En revanche, si je pense que le niveau des taux d'intérêt est très élevé et pourrait baisser, il est alors préférable de choisir des obligations à plus longue échéance afin de garantir les taux d'intérêt sur le long terme. Je vais donner un exemple tiré de la pratique. Euh, si j'avais acheté une obligation de Berkshire Hathaway il y a 5 ans, eh bien, le vieux Warren Buffett avait proposé le deal suivant. Il avait proposé: je te donne une obligation avec un prix d'émission de 105, avec un coupon d'intérêt de 0, et je te promets de te rembourser 100 dans 10 ans. Cela semble absurde, mais c'était pourtant la réalité. Cela signifie que le vieux Warren Buffett a emprunté de l'argent en promettant de ne payer aucun intérêt et de ne rembourser que 95%. Malgré cela, des milliards en volume ont été émis avec de tels accords. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Il existe une obligation Berkshire Hathaway avec une durée de 30 ans. Elle offre un coupon d'intérêt de 4% et peut actuellement être achetée à un cours de 80. Cela signifie que le rendement total s'élève à 6%. Et ici, la durée joue un rôle tout à fait central car il s'agit à nouveau exactement du même type d'accord. Si maintenant le niveau des taux d'intérêt s'ajuste et qu'actuellement j'obtiens peut-être 6%, 5,8 pour être tout à fait précis, avec cette obligation sur toute la durée, alors c'est comme ça et je pense que le niveau des taux d'intérêt sera à nouveau plus bas. Dans ce cas, il est intéressant d'investir dans de telles obligations à plus longue échéance, car si le niveau des taux d'intérêt baisse, c'est-à-dire si je parie que le vieux Warren Buffett pourra à nouveau se refinancer à 4% dans 2 ans, alors cette obligation devra également revenir à 100 avec un coupon d'intérêt de 4%. En conséquence, j'aurai un potentiel d'augmentation de cours de 25% et nous considérons cela comme attrayant. Mais bien sûr, chacun doit juger par lui-même si le niveau des taux d'intérêt est attractif ou non. Nous pensons qu'il est très attractif, dans l'environnement actuel, de sécuriser des obligations à plus longue échéance, car nous croyons que le niveau des taux d'intérêt ne restera pas aussi élevé qu'il l'est actuellement. Et cela nous amène directement à la question suivante. Comment reconnaître des obligations attractives dans le contexte actuel du marché? Nous sommes en effet dans un environnement de marché très particulier. Nous connaissons des événements politiques bouleversants. Donc, comment peut-on encore reconnaître des obligations attractives dans ce chaos, dans l'environnement actuel du marché? Oui, je veux dire, au final, même dans le domaine des obligations, on est pris dans le paramètre rendement-risque, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, il y a un avantage central. Je peux déjà voir combien je vais recevoir. Je peux voir l'avenir. Lorsque j'achète une obligation, je sais, en fonction du prix d'achat proposé, sur la base des coupons d'intérêt et de la durée, je sais exactement quel sera mon rendement. Et on peut le voir dans les magazines, sur Internet, le rendement est même automatiquement calculé pour vous et je sais combien je vais recevoir. Mais bien sûr, je dois aussi prendre en compte la solvabilité et vérifier si l'entreprise est en mesure de payer ses intérêts. C'est un aspect qu'il faut considérer. Mais maintenant, par exemple, dans le cas de Berkshire Hathaway, c'est comme ça. Il dispose de 300 milliards de liquidités. Dans ce cas, je considérerais donc la solvabilité comme bonne, mais il faut bien sûr réévaluer cela individuellement pour chaque titre. Quelles sont les données clés et les informations importantes pour évaluer une obligation? Quels sont les indicateurs les plus pertinents et essentiels pour évaluer une obligation financière? Eh bien, si je devais simplement en choisir deux, la première serait ce qu'on appelle le rendement à la pire échéance, yield to worst. C'est en fait un calcul modifié du rendement à l'échéance, yield to maturity,
et il est difficile de le calculer soi-même. Il est important de noter que, pour une obligation, il existe, en plus de l'échéance finale, des possibilités pour l'entreprise de rembourser la dette par anticipation. En général, l'entreprise verse alors une prime, une compensation supplémentaire, mais cela conduit à un rendement global différent. Et pour calculer le rendement que je vais obtenir, il ne suffit pas de calculer le rendement jusqu'à la fin de la durée, mais je dois prendre en compte chaque autre date de paiement des intérêts. Et si je prends parmi toutes les variantes possibles la pire de toutes, la plus basse, alors j'obtiens le rendement le plus faible, la yield to worst. Et cela donne une indication du rendement réel. Il peut parfois y avoir des cas où le rendement final est certes très attractif, mais la yield to worst, en raison de possibles dates de remboursement anticipées et du fait que l'obligation se négocie au-dessus de 100, fait que j'ai même un rendement négatif sur ces dates de remboursement anticipées possibles. Il faut en tenir compte. C'est un point central. En ce qui concerne la sécurité, il existe de nombreux critères qui peuvent être pris en compte. De notre point de vue, il y en a un seul qui est vraiment central, à savoir la question, si je dois en choisir un, c'est vraiment la question centrale, à savoir le rapport entre l'endettement et l'EBITDA de l'entreprise. Cela signifie que si je laisse de côté les paiements d'intérêts et les amortissements et que j'ai le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements et que je compare cela au montant total des dettes contractées, alors j'ai un indice du niveau d'endettement d'une entreprise. Et je dirais que les grandes entreprises, elles sont souvent endettées à hauteur d'environ 1,5 fois à 2 fois leurs bénéfices. C'est une structure de capital efficace. Il y a très peu d'entreprises qui n'ont absolument aucune dette et ce ne serait pas non plus efficace en ce qui concerne euh, la structure du capital. Mais la question est alors de savoir jusqu'où une entreprise peut s'endetter par rapport aux bénéfices qu'elle réalise. C'est l'indicateur clé. Et là, c'est ainsi que nous disons que 3 à 4 fois, c'est déjà une valeur assez élevée. Au-delà de cela, il faut vraiment regarder de très près. Heu, mais de notre point de vue, c'est un indicateur clé concernant la sécurité de l'entreprise et de l'obligation. Comment peut-on se protéger contre les risques de change avec des obligations internationales? Comment maîtriser les risques de change? Oui, je veux dire, le point le plus simple, c'est que je n'achète pas d'autres risques de change, mais j'achète des obligations dans ma propre monnaie. Et peut-être ce que très peu de gens en réalité savent véritablement, l'une des raisons fondamentales et principales pour lesquelles l'euro a été introduit et mis en place, c'était justement d'avoir suffisamment d'obligations, de titres de dette pour ne plus avoir à prendre de risques de change, ce qui était une préoccupation majeure pour les entreprises et les investisseurs internationaux. Avant l'existence de l'euro, il était très difficile pour un Allemand d'acheter une obligation en francs français, car cela impliquait un risque de change. Grâce à l'existence de l'euro aujourd'hui, j'ai bien sûr beaucoup moins de risques de change et donc beaucoup plus de sécurité monétaire en ce qui concerne les fluctuations des taux de change. Mais euh, nous voyons aussi des titres de devises attrayants en dehors de la zone euro. Pour les Européens, le risque de change serait donc nul si l'on n'achetait que des titres en euros. Et là, par exemple, nous constatons qu'en Scandinavie ou dans la zone dollar, il existe également des titres à taux d'intérêt très attractifs, qui offrent parfois plusieurs points de pourcentage de prime, parfois même chez le même émetteur. Il faut bien voir que c'est attrayant, mais j'ai un risque de change. Nous pensons que la solution consiste à diversifier, c'est-à-dire que j'ai une partie en zone euro, mais aussi une partie en devises étrangères, où je peux peut-être trouver des opportunités plus agressives. Au Royaume-Uni, maintenant en livres sterling ou dans la zone dollar, j'obtiens actuellement 2 à 3 de plus, et on peut ainsi diversifier et constituer un portefeuille global. Ouvrir un compte en Suisse en tant qu'étranger est toujours une bonne chose. Si vous envisagez cela, on vous ouvre un compte en peu de temps, au maximum 2 semaines, et vous pouvez commencer à investir dans des obligations. Je vais vous organiser un rendez-vous avec Elge, où Elge sera présent, et nous allons élaborer un portefeuille sur mesure adapté à vos besoins qui répondra à vos exigences. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez riches et restez riches